À l'ère du numérique, la communication demeure encore au centre de la vie. La radio-télévision nationale congolaise reste le vecteur de l'unité nationale. Les informations sur l'actualité de la République démocratique du Congo, d'Afrique et du monde, la culture, le sport, mais aussi les grands événements en direct sur la radio-télévision nationale congolaise. Les infos de dernière minute sur toute l'étendue du territoire national et partout ailleurs sur tous vos écrans. Messieurs, merci de nous rejoindre dans ce plateau spécial consacré essentiellement sur la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Allusion faite ici à Goma, à Rutshuru, cette partie qui est sous menace justement des rebelles du M23, et les forces armées de la République sont à leur trousse pour les bouter justement hors du territoire national. Et pour parler justement de ces sujets qui défraient la chronique, aussi bien au pays qu'en dehors des frontières nationales, nous avons invité pour vous le professeur André Mbata. Il est premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il rentre fraîchement d'Afrique du Sud. Il a participé au dialogue de haut niveau organisé par le Parlement panafricain. Professeur, bienvenue sur ce plateau. Merci de l'invitation. Je ne serai pas seul pour vous animer cette émission. Je me suis fait accompagner juste à ma droite de Eddy Tchala. C'est un confrère de la RTNC. Merci Eddy d'être venu. Merci Oscar, bonsoir à nos téléspectateurs. Et à ma gauche, Israël Moutala, un confrère à ne plus présenter. Il est directeur général de 7 sur 7, un média en ligne évoluant en République démocratique du Congo. Merci Israël. Merci de l'invitation. Professeur, le chef de l'État s'est adressé à la nation. C'était le jeudi dernier où il en a appelé justement par rapport à la situation qui sévit dans l'est de la RDC. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en a appelé à la mobilisation générale. Est-ce qu'à l'heure actuelle, professeur, toutes les conditions sont réunies pour parler en termes de mobilisation générale? Merci, mais je crois que le chef de l'État avait raison d'en appeler à la mobilisation générale. D'abord, je dois souligner que celui qui s'est adressé à la nation, c'est le président de la République. Et lorsque vous lisez l'article 69 de la Constitution, le président de la République, il représente la nation, il est le garant de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire national. Eh bien, c'est aussi au terme de l'article, je crois, 77, au 83, c'est le commandant suprême des forces armées. Il s'est adressé à la nation pour l'inviter à se mobiliser contre une menace. Et si vous posez la question, est-ce que les conditions sont réunies? Mais elles sont parfaitement réunies parce que le pays est sous menace. Le pays est menacé et notre intégrité territoriale est violée. Nos populations, surtout à l'est du pays, sont malmenées. Les droits de l'homme sont violés plus qu'auparavant. Il était donc temps que le commandant suprême des forces armées s'adresse à la nation et l'appelle à la mobilisation générale. Mobilisation générale, les conditions sont réunies parce que la nation est en péril. Donc le simple fait déjà que la nation soit en péril est suffisant. Je crois que c'est la condition, c'est la condition suprême de la mobilisation nationale. Professeur, lorsque la nation est en péril, oui, lorsque la survie de toute une nation est en péril, cette condition-là suffit pour appeler à la mobilisation générale. Mais est-ce que vous entendez aussi ce que disent les opposants? Ils disent que les conditions ne sont pas totalement réunies. Ils en appellent à une décrispation politique, notamment par la libération de ce qu'ils appellent des prisonniers d'opinion. D'autres activistes de la société civile font remarquer que l'UDPS, aujourd'hui au pouvoir, hier dans l'opposition, quand la nation était en danger, ne répondait pas à l'appel du président de la République d'alors, et partant, aujourd'hui, pourquoi on lui rendrait l'ascenseur? Bon, disons d'abord qu'il n'y a pas de prisonniers d'opinion dans le pays. Il n'y en a pas, je n'en connais pas. Je ne connais pas un seul prisonnier d'opinion.
il y a effectivement des gens qui sont là en prison pour des infractions qui ont été commises, qu'il ne faut pas confondre avec les prisonniers d'opinion, tels que ceux qu'on a connus sous l'Ancien Régime et d'autres régimes. Il n'y en a plus, ça n'existe plus. Et ici aussi, ce qu'il faut dire, c'est que le président ne demande pas une mobilisation en sa faveur. Non. Ce n'est pas le président Félix Tshisekedi dont les droits sont violés à l'Est. Ceux qui sont malmenés à l'Est, ce n'est pas le président seul. Non. Il appelle une mobilisation, c'est la nation. Donc il ne faut pas confondre cela. Ce n'est pas pour la prise de pouvoir. Ce n'est pas pour un fait précis. C'est la mobilisation de toute une nation. Donc les conditions sont réunies, je l'ai dit. Et ici, on n'est pas dans la même condition que l'UDPS. Parce que là, c'était les appels de l'UDPS. Mais ici, c'est toute une nation. Les opposants ne peuvent pas le dire, à moins que je ne pense pas que nos opposants se considèrent comme étant en dehors de la nation. Ils font partie de la nation. Et la nation est menacée. Le président ne va pas dire non, mobilisation autour de moi, non. C'est une mobilisation générale pour défendre une nation en péril et une nation à laquelle appartiennent également les opposants. Et dites-vous bien, Israël, si cette nation n'existe plus, où est-ce que vous allez faire l'opposition? Où est-ce que vous allez vous faire élire? Donc il n'y a pas de divergence. Il faut taire les divergences entre opposition et majorité pour regarder dans la même direction. Dans la même direction. Et j'ai vu même des leaders de l'opposition qui sont en train qui en ont appelé à la mobilisation générale. Je n'ai pas vu. Professeur Andebata, oui, Israël, une autre question. Juste une question. Peut-être avant qu'il dise le parole. Oui, allez-y. Qu'est-ce que vous redoutez tant? Est-ce le partage de postes politiques? Si le prix de sauver la nation, c'est au prix d'un partage des responsabilités, êtes-vous, en tant que majorité actuelle au pouvoir, à franchir ce pas? Non, mais nous, on est préparés aux élections en 2023. On attend les élections en 2023. Et je crois que la CENI, au niveau de l'Assemblée nationale, je crois que j'ai à un moment donné dirigé la commission politique, administrative et juridique. J'ai dirigé la commission paritaire. À l'époque, c'est toujours les mêmes médias. On nous disait, mais pourquoi est-ce que vous êtes en train de faire le forcing? Non, on ne faisait pas du forcing. On voulait se conformer à la Constitution qui veut que les élections soient organisées dans un délai constitutionnel. Et évidemment, on est en marche. On voudrait aller aux élections et le peuple va décider l'année prochaine. Donc, il n'y a ce n'est pas un problème de partage. Professeur, on va y arriver. Edith Chala a une question à vous poser. Oui, prof. Comment concilier la mobilisation générale face à la guerre et puis l'organisation des élections en 2023? Comment vous pensez que les élections se tiendront en 2023 alors qu'en ce moment précis, une partie du pays est sous contrôle ennemi? Il faudrait d'abord mettre ces gens-là dehors. Comment vous pensez qu'on tiendra la date des élections en 2023? Moi, je pense que beaucoup de Congolais tendent à être pessimistes. Et pour rien. Mais je peux vous dire une chose. Nous mettrons fin à la guerre. Et je peux vous le confirmer. Avant décembre 2023. Avant décembre, et dans quelques mois, il n'y aura plus cette histoire de Bounagana. Et ça vient... Et nos compatrevant doivent... Ça vient du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Et le Rwandais, je l'ai dit également à Pretoria et à Durban, devant le Parlement panafricain. Nous mettrons un terme à cette guerre. Nous y mettrons fin. Cette aventure, ce va-et-vient permanent du gouvernement rwandais, vous venez, vous vous promenez sur le territoire congolais et puis vous rentrez comme si de rien n'était. Nous allons y mettre fin. Et je crois que vous avez noté même la constance. Vous parlez du président de la République. Je crois que le corps parle de lui-même. Vous avez vu comment il se présente, ce Félix Tshisekedi, la présidente de la République, quand il fait son discours? Vous avez vu la tenue du président de la République? Vous avez suivi le ton? Il a quelle manche? Manche longue ou manche courte? Manche courte. Il a manche courte. C'est tout un message. C'est quel message? Un président déterminé plus qu'avant. Nous allons mettre fin à cette histoire de l'Est. Et la différence est laquelle? C'est sur quoi vous fondez votre optimisme? L'optimisme. On va mettre fin à cette aventure rwandaise dans notre pays. Nous y mettrons fin. Mais qu'est-ce qui fonde votre optimisme? Ce qui fonde mon optimisme, et notre optimisme commun, c'est lequel? C'est la détermination de tout un peuple. Et lorsque vous suivez ces compatriotes, partout vous chantez l'hymne national, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Ce n'est pas son excellence, mais le président Félix Tshisekedi. C'est vous, c'est moi chaque matin. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Nous bâtirons. Nous n'allons pas bâtir un pays plus beau qu'avant en nous faisant importuner tous les jours par une force étrangère.
Nous n'allons pas bâtir un pays plus beau qu'avant, comme nous le chantons tous les jours dans notre hymne national, si notre territoire continue à être occupé. Non, c'est la détermination de tout un peuple. Et je peux vous l'assurer, c'est la détermination de tout un peuple. Nous, le Rwanda, parce que c'est de lui qu'il s'agit d'abord, le Rwanda ne sera jamais tranquille. Nous allons y mettre un terme. Nous ne laisserons pas un seul centimètre carré de notre territoire. Ça, c'est ma détermination. Disons d'abord, c'est la détermination du commandant suprême de forces armées, Félix Antoine Tshisekedi. C'est notre détermination collective. Nous allons mettre fin à cette guerre de l'Est. Quand vous prenez, quand vous prenez parole dans les forats comme le Forum panafricain, est-ce que vous avez l'impression que vos pairs vous écoutent? Mais les pairs nous écoutent, parce qu'on parle de la diplomatie parlementaire. Vous savez, il y a quelques mois, j'étais en Afrique du Sud. J'avais tenu presque le même discours. Le président du Parlement rwandais était sorti de la salle. Il ne voulait pas entendre ce que je disais. Et je pouvais leur dire en français comme en anglais, qu'ils l'entendent, qu'ils comprennent le mieux. Et lorsque j'étais là le mercredi passé, le Rwanda n'est pas venu tout simplement au Parlement panafricain. Il n'a pas participé. Parce que vous étiez là? Je ne sais pas. Pas parce que j'étais là, parce que j'étais quand même à un certain niveau. J'ai porté ce message-là d'un Congo debout, des Congolais déterminés plus qu'avant, et à en finir avec cette aventure qui se répète continuellement. Mais vous avez dit quoi à cette communauté internationale par rapport au Rwanda? Mais j'ai dit beaucoup de choses. Un État voyou, est-ce que vous avez mâché les mots ou bien vous ne les avez pas mâchés? On ne mâche, ce régime ne mâche pas les mots. Je crois que vous êtes des grands journalistes. Ce n'est pas comme à l'ancien temps, on dit nous sommes agressés par un tel qu'on ne nomme pas. Vous avez vécu, vous n'êtes pas étranger au pays, vous êtes des Congolais. Nous avions vécu pendant des années, on vous agresse, vous n'avez même pas le courage de citer l'agresseur. Toute la différence commence par là. Nous disons clairement sur le Rwanda, qu'il pleuve ou qu'il neige, on s'en fout. Parce qu'on exprime la volonté de tout un peuple. C'est le Rwanda. Ce sont les marionnettes du M23. Ce sont les terroristes du M23. Et j'espère que l'Assemblée nationale pourrait adopter une résolution déclarant ce mouvement tout simplement un mouvement terroriste. Donc, nous avons dit cela à nos partenaires, que le Rwanda nous empêche, nous, à continuer d'être un pays démocratique. Ce qui n'est pas. Parce que le Rwanda, ce qui s'est passé là-bas, je suis heureux au niveau du pays de me trouver devant les journalistes. Je ne sais pas combien d'émissions, si vous allez à Kigali, vous voyez les responsables rwandais en train de répondre aux questions des journalistes. C'est ça aussi la démocratie en RDC. Vous avez un ministre de l'Information qui a pratiquement, pendant chaque semaine, il doit rendre compte. Vous allez voir la même chose au Rwanda, en Ouganda. Vous avez un président de l'Assemblée, un premier vice-président de l'Assemblée nationale, des députés nationaux, le président de l'Assemblée nationale, les chefs des institutions prendre public. Et ça, c'est un exercice démocratique. C'est un exercice démocratique. Le Rwanda ne peut pas nous imposer sa dictature chez lui là-bas. Professeur André Mbata, on va revenir à vous. Je rappelle que vous êtes premier vice-président de l'Assemblée nationale. Je vais nous convier à suivre un extrait de l'adresse du chef de l'État. C'était le jeudi dernier. Sous la fallacieuse accusation de soutien des FRDC au FDLR, le Rwanda a en réalité des velléités expansionnistes, avec comme intérêt principal l'appropriation de nos minerais, et pour ce faire, il s'active à déstabiliser l'Est du Congo pour créer une zone de non-droit en vue d'assouvir ses appétits criminels. Pour faire face à cette situation, deux options s'offraient à nous, la diplomatie ou la guerre. J'ai résolu de privilégier la première option, quitte à en venir à la seconde, faute de résultats. L'option diplomatique a donc été mise en œuvre. C'est ici l'occasion pour nous de rappeler que notre attachement à la recherche de la paix par des voies pacifiques n'est aucunement un signe de faiblesse, moins encore un aveu d'une incapacité de notre pays à s'inscrire dans une logique de guerre totale contre tous ceux qui continuent à abuser de notre patience. Professeur Mbata, vous venez de suivre le président de la République qui dit que la diplomatie qui piétine, il a engagé la diplomatie, ce n'est pas un aveu de faiblesse.
Et l'autre option, c'est laquelle? Bon, il a dit c'est la guerre. Mais disons d'abord ceci, que le Rwanda se comporte en réalité, c'est un État voyou. Ça veut dire que c'est l'État voyou... un État délinquant. Un État voyou, c'est un État qui ne respecte pas les règles élémentaires du droit international. C'est l'une des définitions de l'État voyou, rogue state. Ils comprennent, ils sont anglophones. Donc, ce que le Rwanda est devenu sous ce régime, c'est un État voyou. Vous agressez parce que, qu'est-ce que vous avez les règles du droit international consignées dans la Charte des Nations Unies, dans l'acte constitutif de l'Union africaine, et vous allez agresser un autre pays, mais il n'y a pas d'autre terme qu'un État voyou, un État délinquant. Et j'ai dit ceci, c'est ça, je l'ai dit en Afrique du Sud. On parle trop souvent de forces négatives en République démocratique du Congo, telles forces négatives. Mais le comportement du Rwanda, du gouvernement rwandais, le Rwanda se présente finalement comme une force négative. C'est une force négative contre la paix, une force négative contre le développement, une force négative contre la démocratie sur le continent. Donc c'est cela. Et le président de la République a dit, il a essayé les moyens comme diplomate, il a essayé. Mais si le Rwanda ne met pas fin à son aventure, nous n'aurons pas de choc au-delà de la guerre. Mais nous ne sommes pas encore là. Parce qu'un État doit se défendre. Un État doit se défendre. Et surtout quand il s'agit contre un État voyou, l'État doit se défendre. Et là, on n'est pas en train de supplier les Rwandais. J'ai entendu des gens parler de la guerre. Bon, quand le moment viendra, ce gouvernement, ce président de la République, qui n'hésite pas, qui ne met pas les moindres gants pour citer l'ennemi du Congo, lorsque les conditions seront réunies, on peut en arriver à la déclaration de guerre. Mais on n'en est pas encore là. Parce que la déclaration de guerre va nécessiter que vous, Assemblée nationale et que Sénat, vous réunissiez pour ce faire. Est-ce que vous pensez que les députés nationaux que vous rencontrez tous les jours sont prêts et disposés à autoriser rapidement cette guerre si on arrivait à ce qu'il n'y a plus d'autre option que la guerre? Mais vous avez vu samedi? Vous avez suivi une déclaration des députés nationaux, j'espère que vous les avez vus comment ils étaient habillés. Vous avez vu des députés nationaux habillés en tenue presque militaire. C'est pour dire la détermination qui est la nôtre à mettre fin à cette aventure rwandaise et à sauvegarder l'unité nationale et l'intégrité du territoire national. Nous ne sommes pas encore là. Mais si nous y étions obligés, le président de la République prendrait une ordonnance délibérée en Conseil des ministres, après avis du Conseil supérieur de la défense et avec l'autorisation de l'Assemblée nationale et du Sénat. Nous ne sommes pas encore là. Et j'espère que le Rwanda ne va pas nous arriver à en arriver là. Et que le problème sera résolu. Mais si jamais les conditions étaient celles-là, les députés nationaux, les sénateurs n'hésiteraient pas à autoriser la guerre. Mais comme je l'ai dit, je le répète, nous ne sommes pas encore là. Nous ne sommes pas encore là, monsieur le premier vice-président de l'Assemblée nationale. On parle beaucoup du Rwanda, mais l'ambiguïté qui existe dans la relation entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo commence à petit amener tous les citoyens de la RDC à croire que l'Ouganda ne joue pas franc jeu avec la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que, à votre niveau, vous envisagez pour soit contraindre l'Ouganda à se dévoiler ou soit le retourner sur les rails? Donc moi je dois dire, s'agissant de l'Ouganda, nous sommes en train de suivre la situation. De la même manière qu'on ne s'est pas fait supplier pour citer le Rwanda et le président Kagame comme étant le chef de l'équipe négative du Rwanda. Lorsque les conditions seraient réunies, nous avons des preuves suffisantes, nous allons faire la même chose pour l'Ouganda. Et déjà, nous, au niveau de la diplomatie parlementaire, j'ai eu à rencontrer, moi, à Midrand en Afrique du Sud. J'ai rencontré le président du Parlement ougandais. On s'est salué. J'ai dit, mais ça ne va pas. Ce qui se passe chez nous là-bas, on n'aurait pas pris Bunagana si le Rwanda n'avait pas ouvert la porte. Mais vous parlez de l'Ouganda. De l'Ouganda n'avait pas eu la porte. Je dis non, monsieur le premier vice-président, j'aimerais qu'au niveau des deux parlements, qu'on se rencontre aussi entre le Parlement ougandais et le Parlement congolais. Et pour situer Bunagana, c'est à la limite entre l'Ouganda et la RDC. Et la l'Ouganda RDC, et le oui. Rwanda même. Donc je lui ai dit, j'ai apostrophé le président de l'Assemblée nationale ougandaise pour exprimer cette inquiétude-là. Évidemment, comme toujours, c'est le négativisme. Il nie.
J'ai dit, ok, nous allons continuer à investiguer. Mais j'espère que lorsque nous aurons des signes très clairs que le Rwanda, l'Ouganda nous fait la même chose, il n'est pas dans la même hypocrisie, nous n'hésiterons pas à dénoncer l'Ouganda. On n'hésitera pas un seul instant à le faire. Et on n'aurait pas raison de ne pas le faire. Professeur, il y a quand même une question de lisibilité. Vous êtes un acteur important de notre diplomatie. Où sont les alliés stratégiques de la RDC par ce temps de guerre? Où sont-ils? Se recrutent-ils dans la sous-région de la CIRGL, des Grands Lacs, ou, comme à l'époque, se recrutent-ils en Afrique australe, où on avait des alliés sûrs qui ne sont pas nos voisins immédiats, comme l'Afrique du Sud, la Namibie et d'autres pays, et les Zimbabwe? Aujourd'hui, quels sont les vrais alliés de la RDC? Bon, il faut dire que nous avons beaucoup d'alliés. Du moins, avoir l'audience ou les contacts que j'ai pu avoir en Afrique du Sud, avec par exemple le Burundi. Quand vous parlez devant la tribune, mais les gens crient. Ils vous disent, mais comment la RDC, le Zimbabwe? Et pourquoi nous, on attendait, les gens attendent que cette histoire, ou bien le processus de Nairobi, qu'il se termine, ils veulent que ça aille vite. Parce que les gens ne peuvent pas arriver tout de suite. Mais nous avons beaucoup d'alliés. Nous avons beaucoup d'alliés sur le continent. Pourquoi on n'arrache pas la condamnation ferme du Rwanda, à part les États-Unis d'Amérique, qui ont nommément cité le Rwanda? Beaucoup de pays hésitent à le citer comme l'agresseur, comme l'État qui est derrière le M23. Il n'y a que les États-Unis pour l'instant qui ont été assez explicites sur la question. Mais qui ont évolué. Il faut s'en réjouir que les États-Unis en soient arrivés là. Vous avez même vu lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, je crois que c'était le président polonais. Il n'est pas allé, il n'est pas le dos de la cuillère. Vous avez suivi les derniers contacts entre la Belgique et le Rwanda. Les contacts entre la ministre des Relations extérieures et le ministre rwandais. Donc les États sont là, ils s'expriment. Mais maintenant, on voudrait donner une chance à cette paix-là. Nous avons effectivement beaucoup d'alliés. J'espère que le Rwanda va suivre le message. Parce qu'ici, vous voyez, le gouvernement rwandais, il était habitué par l'ancien régime. Il vient, il se promène sur les champs, il envoie ses maraudeurs, comme les maraudeurs du M23, les terroristes, tout ce que vous voulez, et puis il se retire. Il l'envoie près de Goma, il se retire. On ne va plus à cette aventure. Professeur Mbata, sous cette présence du président Félix Tshisekedi, nous n'allons pas dans cette aventure-là. Vous entrez, vous reculez, vous venez vous promener, vous maraudez, vous volez les matières premières, le président l'a dit. Quelle est la principale motivation du Rwanda? C'est l'exploitation des matières premières. Sinon, comment vous expliquez qu'il y ait une usine de raffinerie de l'or à Kigali? Professeur Mbata, nous suivons l'actualité au même titre que vous. La guerre en Ukraine, l'invasion russe en Ukraine, a été condamnée unanimement par la communauté internationale. Et aujourd'hui même, il y a un plan de reconstruction de l'Ukraine. On parle de plus de 300 milliards de dollars américains qui doivent être mobilisés pour reconstruire l'Ukraine. Vous le savez, l'Ukraine a subi les bombardements des avions russes. On doit reconstruire le pays. Mais en RDC, c'est comme si c'est une guerre, une agression qui se mène sous silence. Vous avez parlé des États-Unis, personne, à part les États-Unis, aucun autre pays, à part peut-être le roi belge, le roi Philippe, lors de son passage à Kinshasa, en RDC, il avait condamné en son temps la situation qui s'est passée justement dans la partie est de la RDC. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de l'hypocrisie de la communauté internationale? Parce que beaucoup de pays ne veulent pas s'afficher dans la crise qui est la nôtre. Mais tout à fait. Je l'ai dit également à Midrand. C'est pour déplorer l'attitude de la communauté internationale, qui reste silencieuse sur un cas de violence inouïe et de violations graves des droits humains. En fait, ce sont des crimes internationaux auxquels on a à faire face dans l'Est du pays. J'ai également déploré cette situation-là. Prenez par exemple le Conseil de sécurité, allons en évoluant. La communauté internationale au niveau des Nations Unies. Mais il y a des complicités là-bas. Et puis pourquoi appliquer la langue de bois? Le Rwanda, en étant francophone et anglophone, il y a des multinationales qui sont derrière le Rwanda. En fait, la guerre que nous mène le Rwanda, c'est une guerre économique. C'est un business. Ça permet à certaines entreprises de fleurir. Il y a des entreprises allemandes, il y a des entreprises britanniques, il y en a plusieurs qui soutiennent la guerre. Et vous avez vu même lorsqu'il a fallu parler de l'embargo sur les armes, combien les États s'y sont opposés. Non mais c'est grave. Vous ne pouvez pas demander à un gouvernement
démocratique comme le nôtre d'aller négocier avec des terroristes. Donc c'est 2 poids, 2 mesures, ça c'est condamnable au niveau international. Et justement pour en venir, ce qui se passe à l'Ukraine, on n'hésite pas en Ukraine, on condamne, on envoie même des milliards. Même au niveau africain, et ça je l'ai dit également du haut de la tribune du Parlement panafricain, c'est l'attitude de l'Union africaine qui devait être claire. Au lieu de suivre certains maîtres à penser, lorsque Paris ne condamne pas, je ne condamne pas. Lorsque la Grande-Bretagne ne condamne pas, je ne condamne pas. Lorsque les États-Unis ne condamnent pas, moi non plus, je ne condamne pas, sinon je vais subir les sanctions. Non. Et ça, c'est également condamnable. C'est également condamnable. Et combien ne font pas pression sur le président Félix Tshisekedi et sur nous-mêmes pour ne pas continuer à dire ce que nous disons? De mais soyez calme, ça peut ça. Non. On ne peut plus aller là-bas. Donc, le président l'a dit. Vous savez, les Occidentaux, les étrangers aiment plus nos matières premières que nous-mêmes. Et d'ailleurs, quand on présente le Congo sur le plan international, on ne dit jamais que le Congo, c'est un pays peuplé d'hommes et de femmes intelligents, d'hommes et des capacités, ils sont capables, non. On vous dit tout simplement les matières premières. C'est comme si ce pays n'était occupé que par des minéraux. On n'a jamais présenté le Congo comme un pays peuplé d'hommes intègres, de travailleurs, des experts, des grands journalistes comme vous êtes. Mais notre pays, regardez, chaque fois qu'on présente dans les médias occidentaux, c'est l'un des pays les plus riches. Mais en quoi? En ressources naturelles qui peuvent venir exploiter. Donc cela, les meilleurs défenseurs du Congo, ce sont les Congolais eux-mêmes. D'où cet appel à la mobilisation. Israël a une question, professeur. Juste une question. Comment, en tant que juriste de renom, le droit international vient au secours de la cause congolaise par rapport au prétexte rwandais, qui, on ne sait par quelle magie, disent être les protecteurs d'une catégorie des populations rwandophones. Nous avons 2 catégories de populations rwandophones, même 3, mais le Rwanda se dit protecteur d'une catégorie de ces populations rwandophones qui sont sur notre territoire. Et après, le deuxième prétexte du Rwanda, c'est la question des FDLR. Ils prétextent que les FDLR sont une menace pour leur pays et que par moment, le FDLR s'allie à des groupes négatifs et parfois à nos forces armées pour attaquer le Rwanda. Par rapport à ça, pour justifier justement leur appui au M23 ou leur agression. Comment est-ce que le droit international peut venir à l'aide de la cause congolaise? Mais il vient justement à l'aide de la cause congolaise. Ce que je peux déplorer, je ne sais pas si à l'université de Kigali, on a de grands chercheurs en droit international. Sinon, ils aviseraient leur gouvernement. Peut-être ils vont le suivre. À l'université de Kigali, évidemment, j'étais là plusieurs fois. Parce que tout ce qui s'est fait là, vous êtes vous-même juriste. Les principes élémentaires du droit international dans la charte de l'Union africaine interdisent les recours à la force contre notre État. C'est élémentaire. C'est du droit public international élémentaire. La même chose dans l'acte constitutif de l'Union africaine. Et dans tous les traités que nous avons signés. Mais le Rwanda ne fait que violer ça. Donc le droit international, les arguments ne sont pas là. Le Rwanda n'a aucun argument de droit international pour s'attaquer à la RDC. Ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Et prenons par exemple ce qui se passe, les FDLR. Qui vous a mandaté, vous, le président de la République, Félix Tshisekedi, lorsqu'il parle comme représentant de la nation, il parle de l'unité nationale. Qui vous a mandaté, vous, pour venir défendre un groupe ethnique dans le pays, dans un pays étranger? Au nom de quel droit? National ou international? Qui vous a mandaté? Qui a fait appel à vous? Mais sinon, demain, le Congo risque d'aller au secours des Hutus pour les défendre. Ce serait permissible en droit international? Si nous récupérons notre force, nous disons, écoutez, le régime qui est à Kigali, il n'est pas démocratique. Les Hutus, dont on ne parle pas assez, qui sont la majorité de la population, s'il vous plaît. La majorité de la population. Et nous disons non, nous le Congo, nous sommes démocratiques, nous allons au secours de la majorité de la population. Est-ce que ce sera acceptable en droit international? Non. Donc il n'y a aucun argument de droit international. Et ce qui est dommage, c'est quoi? C'est que les puissances internationales, tous ces gens qui ont, vous avez l'Académie internationale, l'Académie de l'AE, vous avez les institutions internationales, vous avez des experts en droit international, mais ils ne peuvent pas venir au secours des autres gouvernements des pays membres du Conseil de sécurité qui n'ont pas encore condamné le Rwanda pour leur dire voilà ce qui s'est fait là. Non, je vais vous dire une chose.
Ici, on oublie le droit international pour faire prévaloir la politique. Et qu'on n'oublie pas non plus Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, les États n'ont pas d'amis. Ils n'ont que des intérêts. Donc ne passez pas le temps à venir nous dire nous sommes les amis de la RDC, nous savons que vous ne voulez que notre ordre. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Nous ne devons jamais oublier. Professeur. Et les premiers défenseurs, c'est nous-mêmes. Comment devons-nous faire? C'est qu'aujourd'hui, vous voyez plus qu'hier, au niveau de la diplomatie parlementaire, on en parle un peu plus. Et les gens ne savaient pas qu'une diplomatie parlementaire existait. On essaye, avec cette équipe dirigée par l'honorable Mbosso Kodiapwanga, président de l'Assemblée nationale, on essaie de redynamiser la diplomatie parlementaire. On essaie de faire entendre la voix de la République démocratique du Congo dans le monde et en venant même au secours de la diplomatie classique qui passe par les affaires étrangères. Nous ne sommes pas des diplomates. Nous représentons la nation. Vous faites la diplomatie parlementaire. Là où le ministre des Affaires étrangères va mettre beaucoup de gants, parce qu'il fait la diplomatie. Vous ne mettez pas de gants. Nous représentons la nation. La nation n'a pas mis de gants pour être bombardée. Et vous vous tirez à boulet rouge. Nous ne tirons pas à boulet rouge. Nous défendons la population. Professeur André Mbata, face à tous ces tableaux que vous venez de peindre, un tableau sombre pratiquement, des textes qui sont violés à longueur de journée par le Rwanda, est-ce que la diplomatie vaut la peine encore aujourd'hui? Parce que dans certaines officines, ils se mijotent, ils se racontent que Nairobi, Luanda, tous les autres cadres où se traitent les questions de la RDC, c'est juste un calmant. Le remède pour la crise qui s'écoule à l'est de la RDC, c'est les Congolais lui-même. Mais tout à fait vrai. Mais avant d'en arriver à cela, je dois quand même dire, nous avons parlé des élections tout à l'heure. Il n'y a pas d'élection démocratique à Kigali. Mais Kigali passe toujours pour un modèle. Les mêmes qui viennent ici, nous voulons aller aux élections démocratiques, les élections dans les délais libres et transparents, mais il n'y a pas de presse comme vous l'avez ici au Congo. Les mêmes diplomates là qui circulent, qui viennent parfois dans nos ambassades, vous voyez, appliquer la diplomatie. Mais au Rwanda, le président Kagame est là pour rester jusqu'en 2035. Mais ils nous opposent ceci, les diplomates. Ils disent que nous sommes en démocratie, sans gouvernance. Là-bas, il y a une dictature avec gouvernance. Qu'est-ce que vous répondez à ces diplomates? Et pourquoi ils ont combattu Mobutu? Pourquoi ils passent tout le temps à dire ici? Ils disent on a un problème de gouvernance, on est dans une démocratie. Donc on doit violer le droit de l'homme. Et à côté, c'est une dictature, mais il y a une gouvernance. On doit violer. Qu'est-ce que c'est que la gouvernance? Dictature constructive. C'est une gouvernance autoritaire. Alors vous soutenez la gouvernance. Il y a une gouvernance, mais quelle gouvernance? Parce qu'il faut faire la différence. Lorsque vous parlez de gouvernance, la gouvernance peut être bonne ou mauvaise, démocratique ou autoritaire. Ce qui se passe au Rwanda, c'est la démocratie autoritaire. Alors vous, les chants des droits de l'homme, le pays de la liberté, de la fraternité, vous qui se présentez comme les modèles de la démocratie, vous êtes prêts à supporter un régime totalitaire et quand vous allez là-bas, vous ne dites rien sur les droits de l'homme, vous mettez des gants et vous venez au Congo. Nous ne faisons pas la démocratie parce que l'Occident le veut. Nous faisons la démocratie parce qu'elle est dans nos gènes. C'est la République démocratique du Congo. Vous voulez dire que c'est notre ADN? C'est notre ADN. Par conviction, comme Par conviction. Nous sommes, depuis l'indépendance, nous avons juré d'être un pays démocratique. Nous ne le faisons pas parce que l'Occident nous le pousse. Non. Parce que nous savons que le même Occident, ou les mêmes, ils soutiennent la dictature ailleurs. Les médias. Ici, évidemment, nous devons continuer à protéger nos médias. Mais regardez le tableau des médias à Kigali. Passez une journée, allez là-bas. Allez à Kigali, allez en Ouganda. Quel est l'état des droits de l'homme? Donc nous faisons le mieux que nous pouvons. Et ce qui est déplorable, c'est quoi? Les mêmes qui vous disent qu'ils sont démocrates, champions des droits de l'homme, ils supportent les violations des droits de l'homme d'un côté, en deçà des Pyrénées, comme on disait, et au-delà autre chose. Donc on doit cesser avec ce double langage. Dans tous les cas, ce que nous sommes en train de dire, c'est que cette aventure du Rwanda à travers les terroristes, et je reviens un peu sur les terroristes. J'ai vu un tweet d'un général ougandais qui disait que l'M23, ce n'est pas des terroristes, ils défendent... Ils défendent une communauté qui veut faire valoir ses droits en République démocratique du Congo. Et il est le fils du président Museveni. Bon, le problème avec le général Muhoozi, c'est qu'il n'a aucune notion élémentaire de droit international. C'est ça. Il a fait des études dans la même... Malheureusement, il n'a pas de notion de droit, aucune notion. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un terroriste?
Il aurait pu consulter, appeler peut-être un professeur de droit à l'université de Makerere, qui pouvait venir lui dire, écoutez, la charte de la Convention des Nations Unies pour prévenir et combattre le terrorisme, comment on définit le terrorisme? Bon, tenez, appelez quelqu'un. Makerere, ce n'est pas loin, mon général. Appelez-le, il va vous dire, mais il y a aussi une convention africaine de l'OUA pour combattre et punir. Quelle est la définition du terrorisme? Il n'a aucune notion élémentaire du droit international. Bon, ce n'est pas sa faute. Ce qui s'est fait, les M23, ce sont des terroristes. Ça répond à toutes les définitions du terrorisme. Et puis pour défendre un groupe, c'est de quel groupe il s'agit? Nous avons combien de groupes qui sont protégés dans notre pays? Non, il n'y a pas de troupes menacées. Vous n'avez jamais vu les Tutsis faisant appel au général Muhoozi viennent nous sauver. Ils vont vous appeler comment? Ils sont déjà dans un pays démocratique. Donc ça, ce sont des alibis. On en a assez marre avec ces tweets. Moi, je ne suis pas beaucoup. Parce que je sais que ce général aurait intérêt à engager quelques experts en droit international pour un peu améliorer son discours. Professeur, vous, en tant que député à l'Assemblée nationale, les questions pratiques de notre armée, de son fonctionnement, de son financement, se posent avec acuité, même si les efforts sont fournis depuis un certain temps. Est-ce que vous pouvez rassurer notre peuple que les moyens dont a besoin l'armée nationale seront mis à sa disposition par la loi budgétaire, mais que aussi vous allez contrôler suffisamment les mouvements de ces fonds s'ils arrivent effectivement à leur destination? Je crois que notre peuple doit être rassuré. Et très bientôt, nous allons, la loi budgétaire de l'année 2022, la loi des finances, elle est en examen au niveau de la commission ECOFIN, économique, financière et contrôle budgétaire. Et vous allez voir, le montant qu'on alloue dans ce budget à la défense nationale, c'est sans précédent dans l'histoire de notre pays. Bon, les gens en diront peut-être trop, peut-être il a fallu attendre que le président Félix Tshisekedi arrive au pouvoir pour qu'on voit ce montant attribué à l'armée. Et nous allons le faire. Non seulement cela, cette Assemblée nationale, avec le président Bosse, toute l'équipe du bureau et tous les collègues députés, notre commission de la défense abat un travail incroyablement incroyable. Notre commission, c'est tout, vous entendez le ministre de la Défense souvent convoqué là-bas. Les généraux vont là-bas. Le ministre, même quand le Premier ministre a fait sa dernière tournée dans l'Est, il était accompagné de notre commission de la Défense. Et même en ce moment, le travail se poursuit. Parce que quel est l'objectif? Nous devons, par tous les moyens, l'Assemblée nationale doit jouer son rôle dans le maintien de l'intégrité du territoire national. Parce que c'est pour cela que nous avons été élus. Ces députés ont été élus pour cela. Et nous allons le faire, les moyens seront mis à sa disposition et nous allons veiller à ce que les moyens soient utilisés. Fini ce temps-là où on vote le budget, un citoyen, un général quelque part, il prend l'argent de l'armée, il construit des hôtels à Kinshasa. C'est terminé ça avec le président Félix Tshisekedi. Donc vous allez renforcer les contrôles parlementaires. Il sera renforcé. On adopte un budget pour l'armée, on va suivre cette personne-là, civil ou militaire, général ou sergent, qui va prendre l'argent destiné à nos forces armées pour l'utiliser pour son propre compte. Cette personne-là sera poursuivie et l'Assemblée nationale sera intraitable sur ce point-là. Professeur André Mbata, je reviens sur ma question. Par rapport au tableau que vous présentez de la situation sur le terrain, nous avons vu pas plus tard qu'hier, les vice-premiers ministres, ministres des Affaires étrangères, avec son homologue rwandais, ils étaient autour du président Lorenzo. Donc le dialogue a repris au sujet de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Mais une certaine opinion estime que plus qu'il y a eu beaucoup de dialogues, il y a eu beaucoup d'offices, mais les résultats sur le terrain, les mesures ou les décisions qui sont prises n'ont pas suivi d'effet sur le terrain. Est-ce qu'il faut encore continuer à dialoguer avec cette option diplomatique? Bon, moi, je voudrais rassurer nos compatriotes. Vous savez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, même quand on combattait Hitler, on négociait avec Hitler. Il faut un peu, vous, au niveau des médias, qu'on apprenne un peu à notre population. Fight and talk. Oui. Regardez même en Ukraine. Vous avez vu la Russie? Vous parlez avec l'Ukraine. Alors qu'il se faisait la guerre. Ça, c'est du droit. Dans la diplomatie, c'est comme cela. Il n'y a rien de condamnable dans tout cela.
Donc, on va continuer à dialoguer, mais de l'autre côté, s'il faut se battre, nous allons continuer à nous battre. Même quand c'était la guerre Iran-Irak, ça a toujours été comme ça. Donc, en diplomatie, la discussion reste permanente, qu'on ne considère pas l'attitude de notre ministre des Affaires étrangères comme si c'était une trahison. Non. Il parle le langage diplomatique, c'est le ministre des Affaires étrangères. Mais nous, l'armée, nous allons parler notre langage. Nous, Assemblée nationale, nous allons parler le langage qui est le mien, par exemple, aujourd'hui, ou comme celui de tout député. Mais le dialogue, lui, va continuer. Mais alors, le dialogue va continuer. Vous avez dit que le M23 était un mouvement terroriste, mais l'appel de la communauté de l'Afrique de l'Est appelle justement à reprendre le dialogue le 16 novembre. Irons-nous discuter avec des terroristes? Le gouvernement a posé ses conditions en disant qu'il est prêt à envisager de négocier avec le M23 à condition qu'ils se retirent de leur position jusqu'à Bunagana. Donc, est-ce le fait qu'ils se retirent de leur position va enlever l'étiquette terroriste? Non, mais on ne va pas négocier. Parce que négocier a un sens, non? Parler et négocier, ce sont deux choses. C'est un jeu de mots. Bon, expliquez. Oui. Négocier, c'est-à-dire il y a un enjeu. Vous donnez quelque chose, je donne aussi quelque chose. Les M23... Ouais. Ils disent qu'ils vont vous donner la paix et vous reconnaissez leur grade, vous les intégrez dans l'armée. Non, on ne va pas les intégrer dans l'armée. Vous leur donnez des postes politiques. Le président de la République l'a dit. Voilà. Il y avait des accords. Ces jeux-là, c'est comme pour le dialogue, non? Déjà, en politique, il n'y aura pas de dialogue, nous allons aux élections. Il n'y en aura pas. Les M23, ceux qui combattent là, ils croyant qu'ils vont devenir généraux, comme ceux que nous avons eu après San Cité et autres, ça n'arrivera pas. Si vous voulez vous retirer, vous dites non, j'ai commis beaucoup de fautes, j'ai tué, je demande pardon, ça c'est autre chose. Mais ce serait aussi parler. Ils peuvent vous dire non, voilà, nous étions manipulés et ils le disent. Ils sont manipulés par le Rwanda. Ils sont manipulés par les autres qui disent vous continuez à lutter. Mais le jour où ils disent non, nous étions manipulés, nous étions comme des enfants perdus, donc des la seule enfants égarés. contrepartie que vous mettez, c'est l'amnistie. Bon, nous ne sommes pas encore là. Nous ne sommes pas encore là, mais il n'y a pas question de, pour moi, au sens où je l'entends, de négocier avec les terroristes du M23. Il n'y a pas. On ne négociera pas le M23. On ne réintégrera pas dans l'armée pour nous fabriquer ce qu'on nous a fabriqué, avec des infiltrations partout. Non. On ne va pas refaire cela. Malheureusement, le Rwanda est encore dans cette logique-là. Et ceux qui sont dans le M23, les Makenga et les autres, ils croient que ça va se faire comme toujours. It is business as usual. Donc ce sont les affaires comme d'habitude. Non. Ce n'est pas avec le président Félix Tshisekedi, ce n'est pas business as usual. Nous allons sauvegarder l'intégrité du territoire national. S'il faut vous chasser, nous allons vous ramener là où vous étiez parti. Nous savons d'où vous étiez parti. Vous étiez parti du Rwanda ou de l'Ouganda? Nous allons vous ramener là d'où vous êtes venu. Professeur Mbata, si vous membre du gouvernement. Nous allons vous escorter, rentrer là où vous êtes venu. Ici, nous avons besoin de tous les Congolais, de tous les groupes ethniques. Il n'y a pas de xénophobie ici. Professeur Mbata, il y a un membre du gouvernement qui a dit sur une des chaînes périphériques que la communauté internationale met la pression sur les gouvernements de la République pour ouvrir un dialogue avec la M23. Non, mais il ne va pas céder. La pression, elle est partout. Je vais vous dire une chose. J'arrive à Midrand, le président du Parlement panafricain. Il dit, mais prof, vous arrivez en dernière minute. D'abord, c'est très important. Dans le passé, nous brillons par une absence qui nous était préjudiciable. Parce que quand vous n'êtes pas là, on vous condamne. On dit des choses sans vous. La preuve, c'est laquelle? Lorsque j'ai commencé à attaquer le Rwanda, et que la délégation rwandaise est sortie de la salle, mais j'ai enchaîné. Ils ne pouvaient plus répliquer. J'ai mis sur le dos du Rwanda tout le mal que je pouvais mettre. Ils étaient déjà sortis. La même chose, notre absence dans les forums internationaux nous a beaucoup préjudiciés pour parler au nom du pays. Mais quand vous montez là-bas, le président de l'Assemblée vous dit, mais prof, sur ce point-là, soyez un peu modéré. On a les pressions partout. Et même quand le président Félix Tshisekedi parle, prononce le discours à la tribune des Nations Unies, le discours que nous avons tous suivi, un discours ferme, vous ne pouvez pas imaginer ce qui pouvait être dans les antichambres. Mais il faut tenir bon. La pression est permanente. On dit banaliser, ça va se passer. Non. Notre peuple est en péril, la nation est en péril. Nous n'avons besoin de conseils des personnes, qu'ils aient conseillé les agresseurs. S'ils ont à conseiller, mais ne venez pas nous dire pendant qu'on tue nos gens,
Pendant que la population fuit les hommes, les femmes, les vieillards, les enfants sur les routes, contre les intempéries, il y en a qui meurent à cause de vous. Et vous allez nous demander de négocier pendant que nous on tue notre peuple. Nous pouvons leur parler, mais négocier, faire des concessions, dans le sens négocier en faisant des concessions, je crois, en tout cas au niveau de l'Assemblée nationale, je crois que c'est la position de l'exécutif, nous n'allons pas négocier avec le M23. Professeur, le président de la République a appelé à la mobilisation générale. Vous êtes à Kinshasa, député national. Comment vous faites pour entrer en contact, pas vous seulement, mais aussi vos collègues des députés nationaux, comment vous faites pour entrer en contact avec vos électeurs pour qu'ils participent efficacement à cette mobilisation appelée par le président de la République? C'est une bonne question. Nous utilisons tous les canaux. Vous savez que quand le président de la République appelle à la mobilisation générale, plus de 2000 jeunes sont prêts à s'enrôler à Goma. Comment ils vont le faire si le message n'est pas répercuté par les députés nationaux du Nord Kivu? Dans toutes nos provinces, des jeunes sont là à adhérer. Comment ils vont le faire? C'est que le message du président de la République est répercuté par les députés nationaux. Et d'ailleurs, il y a vraiment une harmonie entre le président de la République et les députés nationaux. L'harmonie est même au plan constitutionnel. Le président de la République représente la nation. Les députés nationaux représentent la nation. Donc, avec le président de la République, les députés nationaux sont les seuls dans ce pays à se dire représentants de la nation et parler pour la nation. Ce n'est pas quelqu'un sur les réseaux sociaux qui dit « je représente la nation, voilà le peuple m'a dit non ». Dans notre système constitutionnel, il n'y a que deux catégories de personnes qui peuvent se dire « ils représentent la nation ». Un, la première c'est le président de la République. Qui d'autre peut parler au nom de la nation? Et qui la représente? Les députés nationaux que nous sommes. Donc il y a une parfaite harmonie entre le président de la République et l'Assemblée nationale. Donc le message est répercuté, il va continuer à l'être. Les jours qui viennent, je crois qu'il y aura plus de jeunes enrôlés. Et je crois que ça pousse aussi, la tentation est grande. C'est l'Assemblée nationale d'adopter peut-être dans les mois qui viennent une loi pour un service militaire obligatoire dans notre pays. Pour qu'il y ait un service militaire, vous finissez les études, avant de continuer, là, vous êtes en train de réfléchir à haute voix, justement. J'ai réfléchi à haute voix, comme représentant de la nation. Mais il y a même une proposition de loi dans ce sens. Il y a même une proposition de loi. Oui, mais professeur, vous êtes représentant du peuple. Quel est le message fort que vous avez aujourd'hui en tant que leader politique pour dire à cette jeunesse, à cette population, que l'histoire entre la RDC et le Rwanda ne va plus bégayer, que nous ne serons plus la risée dans la sous-région où on peut entrer, violer nos frontières allègrement. Voilà. Qu'est-ce que, justement, comment et pourquoi on doit, justement, se mobiliser pour que l'histoire ne bégaye plus en nos deux nations? Merci. Mais c'est ce que je suis en train de faire. Le discours, nous parlons de la mobilisation générale. C'est ce à quoi je participe. C'est ce à quoi aussi, comme homme des médias, hommes et femmes des médias, vous devez participer. Donc, ce pays, ce que nous disons d'abord à notre peuple, c'est lequel? Il ne faut pas céder au fatalisme. Il y a beaucoup de Congolais qui sont devenus pessimistes. Oh, ça va les cas. Mais moi, je peux vous dire, nous n'appartenons pas à cette génération-là des pessimistes. Et comme je disais à un collègue, je crois, Issa Chefji, un collègue tanzanien, moi, je ne suis pas de la génération des pleurnicheurs. Je n'appartiens pas à cette génération-là des gens qui pleurent tout le temps, qui se lamentent. On nous a fait ceci, on nous a fait cela. Moi, je suis de la génération de ceux qui luttent. Je suis de la génération de ceux qui espèrent et qui ne désespèrent jamais, quelles que soient les difficultés. Ce que nous disons à notre peuple, c'est de continuer à espérer. Nous sommes un grand peuple, au cœur de l'Afrique. Nous sommes une puissance. Notre peuple doit garder intacte sa confiance en lui-même et dans le cas précis, suivre le discours du président de la République. Il a un président de la République, la nation doit être soudée autour du président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées. La nation doit rester soudée avec son armée. C'est pourquoi le ministre était clair, le président lui-même était clair. Vous voyez parfois les hommes des médias, sur les tweets, ils sont en train de faire l'apologie, d'encenser l'ennemi. D'encenser l'ennemi. Non, ce n'est pas possible. Et parlant des médias, vous avez vu la guerre Iran-Irak.
Combien de journalistes américains étaient prêts? L'Amérique, les États-Unis, se présentent comme les pays le plus démocratiques au monde. La liberté d'expression n'a jamais été aussi grande. Vous avez vu pendant la guerre Iran-Irak, combien de journalistes américains en train de critiquer le Pentagone? Le président, là, les organisations de défense des droits de la presse vous disent que la presse vous en fait des boucs émissaires. Ça veut dire que ce n'est pas un tweet en plus ou un tweet en moins contre notre armée ou pro-rwandais qui va changer quoi que ce soit sur les théâtres des opérations. Il vous rétorque aussi que la guerre du Vietnam était impopulaire aux États-Unis, la nation était divisée. Et donc, la démocratie que vous avez vantée ici au Congo permet aux journalistes d'être critiques. Parce que si on n'est pas critique envers notre armée, on ne verra pas le mal. Ça veut dire que s'il y a des cas de corruption, nous devons dénoncer les cas de corruption. S'il y a des localités qui ne sont plus entre les mains de nos forces armées, nous devons dire la vérité pour que nous prenions conscience du danger qui menace notre nation. Si nous sommes dans la propagande de l'armée ou la propagande du gouvernement, nous n'aidons pas notre démocratie et c'est notre liberté en tant que journaliste. Non mais écoutez Israël, ce n'est pas ce régime qui va faire taire la presse. Peut-être le régime précédent, ce n'est pas le régime de Félix Tshisekedi. Toute la liberté est garantie. Mais je dois dire une chose aussi. L'indépendance dont nous parlons même s'agissant des États, l'indépendance n'a jamais été absolue. Très souvent on parle de l'indépendance, la liberté. Même la liberté dont nous parlons, elle n'a jamais été absolue. Même au paradis, il n'y a pas de liberté absolue. Pas de liberté absolue, professeur André Mbata. Alors, c'est que nous disons, la presse doit jouer son rôle, mais une presse nationaliste. Donc, n'est pas diffuser les messages de pessimisme. Non, c'est soutenir notre armée. Donc, le message, je reviens à la question, c'est soutenir, suivre le discours du président de la République, l'accompagner, accompagner nos forces armées, être unis comme un seul homme pour défendre la nation en péril. C'est ça le message que j'amène. Professeur André Mbata, on est en train de terminer cette émission. Professeur André Mbata, je rappelle que vous êtes aussi professeur d'université. Vous êtes parmi les rares constitutionnalistes dont la RDC dispose. Nous allons prendre un deuxième extrait de l'adresse du chef de l'État à la nation. Et après quoi nous allons commenter, nous allons terminer cette émission. En réponse à la forte demande de la jeunesse, j'invite celle-ci à s'organiser en groupe de vigilance en vue d'appuyer et d'accompagner et de soutenir nos forces armées, nos forces de défense dans l'accomplissement de leur noble mission. C'est ici l'occasion de mettre en garde tous les traîtres civils ou militaires et autres brebis galeuses qui servent les intérêts de l'ennemi. Ils seront exposés à la rigueur de la loi en ayant le juste châtiment que mérite ce genre de comportement. Le chef de l'État très ferme, tous les traîtres vont subir la rigueur de la loi. Professeur Mbata. Bon, mais il dit des choses vraiment fantastiques. Parce que la défense de la nation, c'est un devoir sacré. Et d'ailleurs, si vous lisez la Constitution, vous vous référez à moi comme un constitutionnaliste. Le terme sacré apparaît dans la Constitution environ 4 fois. La première fois, c'est à l'article 16, la personne humaine est sacrée. La deuxième fois, c'est l'article 34, la propriété privée est sacrée. Là, mais il apparaît aussi comme un droit et un devoir sacré. C'est à l'article 63. Chaque Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre l'intégrité du territoire national. Le droit et le devoir sacré, c'est ce à quoi le président de la République en appelle. Et vers la fin de l'article 37, l'article 37 dispose un peu ceci. Toute autorité nationale, locale, provinciale ou coutumière doit défendre l'unité du pays et l'intégrité du territoire national sous peine de haute trahison. Et le président vient de parler des traîtres. Donc, quand l'unité du pays, pour une autorité nationale, provinciale, locale ou coutumière, n'est pas défendre l'unité, c'est un acte de haute trahison. Et le président ici en appelle à la jeunesse de s'assumer. C'est un devoir, on ne nous supplie pas, un devoir sacré. On doit défendre cette terre qui nous a été léguée par les aïeux. Et je crois que le président de la République a vu juste. Il nous appelle tous à une mobilisation, à défendre
Et tout celui qui n'est pas dans la logique devient pratiquement traître à la nation. Si vous ne pouvez pas défendre l'unité du territoire, l'unité nationale, l'intégrité du territoire, vous devenez un traître à la nation. Et sur cette question, est-ce que l'on peut dire qu'à l'Assemblée nationale, vous êtes exempt de toute reproche? Bon, je ne sais pas dire tout ce que je peux dire comme institution. Dans tous les cas, voir comment les députés se sont exprimés. Sur l'intégrité du territoire national, il n'y a pas un seul député national qui ne soit pas engagé. Nous sommes unanimes sur ce point-là. Évidemment, comme dans un parlement démocratique, nous avons des points sur lesquels nous divergeons, où nous pouvons nous entendre. Mais sur l'unité nationale, l'intégrité du territoire national, je peux vous assurer, je peux vous assurer que nous parlons d'une seule voix, et là que tout le monde comprend que ce qui nous divise, ce qui nous unit plutôt, est plus grand que ce qui nous divise. Et c'est cela le message qui doit être compris par tous les hommes politiques, tous les hommes des médias, les jeunes. On va terminer l'émission Israël, peut-être une question. Israël. Non, justement, c'est très bien. Sur ce qui vous divise, dans la classe politique notamment, on vous dit que votre politique en tant que nouvelle majorité au pouvoir n'est pas lisible. Donc vous avez fait une politique de la main tendue envers le Rwanda, signature de contrats miniers, contrats aériens, voilà. C'était vraiment une politique qui avait désorienté, et cette politique n'a pas payé. Vous n'avez pas assumé cette politique, vous changez radicalement de politique. C'est ce que vos adversaires politiques vous reprochent. Vous disent que vous avez essayé la politique A, elle n'a pas marché, vous n'avez pas rendu compte, vous voulez passer à la politique B et les engager dans cette voie. Qu'est-ce qui les rassure que vous allez maintenir cette fermeté? Bon, mais écoutez Israël, nos amis là, pendant qu'ils étaient au pouvoir, de quelle lisibilité? Je crois qu'on doit apprendre quand même à se taire et être honnête. Et vous savez, je viens de chez les anglophones, je suis encore là-bas. Et je suis allé aussi avec ma casquette de professeur d'université. Professeur extraordinaire. Extraordinaire à l'Université d'Afrique du Sud. Chez les anglophones, quand je commets une erreur, je peux vous dire, pardonnez-moi. Nos amis qui ont géré ce pays hier, ils n'ont des leçons. Ils devaient continuer à demander pardon à notre peuple. Parce que cette guerre, mais nous l'avons héritée. Ces infiltrations dans l'armée que vous évoquez tout à l'heure d'une façon indirecte. Mais qui a infiltré l'armée? Ils étaient là. La continuité de l'action de l'État. Bon, la continuité. Mais nous n'allons pas, nous ne faisons pas la continuité dans le mal. Nous ne faisons pas la continuité dans la médiocrité. Et lorsque nous voulons changer, vous dites que notre politique n'est pas visible. Mais nous ne sommes pas condamnés. Donc ce gouvernement, ce président, Félix Antoine Tshisekedi, ce président fait mieux que tout ce que vous connaissez. Donc évidemment, quand on passe de la médiocrité, on tente vers l'excellence, ce n'est toujours pas visible. Donc, nous sommes déterminés, nous citons les ennemis qu'ils n'avaient jamais cités, parce qu'ils étaient leurs parents, parce qu'ils les soutenaient, parce qu'ils les avaient amenés d'une façon ou d'une autre au pouvoir. Nous n'avons pas été amenés au pouvoir par ces étrangers. Nous avons été amenés au pouvoir, cette majorité de l'Union sacrée ou le président, on a été amenés au pouvoir par notre peuple. Nous ne sommes pas redevables devant Kagame, devant qui que ce soit. Nous sommes redevables devant notre peuple. C'est le sens de cet exercice. Député nation, c'est expliquer à la nation, faire comprendre à notre peuple. Notre politique est lisible. Elle est lisible, c'est laquelle nous devons, et nous allons mettre fin à l'aventure rwandaise. Nous devons et nous allons restaurer l'intégrité du territoire national. Nous allons le faire. Quitte à eux attendre les élections s'ils peuvent gagner, mais je ne sais pas si le peuple a pris du temps pour les pardonner, pour les retourner au pouvoir, je ne pense pas. Donc notre peuple doit rester optimiste, et vous aussi les médias, je vous remercie, je crois que celui qui dirige l'équipe est en train de me dire que mon temps tend vers sa fin. Mais je dois vous dire ceci, c'est le travail que nous devons faire ensemble. Nous n'avons que ce Congo, le plus beau pays dans le monde. Nous avons que cette République, la nation est en péril. Répondons positivement à l'appel du chef de l'État. Vous qui êtes dans l'armée, jeunes gens, enrôlez-vous. Nous, au niveau de la politique, je crois qu'il y a déjà des signes, des opposants qui appellent à la mobilisation générale. C'est qu'ils ont compris. Donc allons dans le même sens, mais soyons assurés, nous allons mettre fin à cette aventure rwandaise. La paix sera restaurée dans notre pays. Quelle est la confiance? En quoi? Qu'est-ce qui me fonde à dire cela? C'est la détermination de tout un peuple qui est également le vôtre. Edi Tchala, Israël Moutala, il ne nous reste qu'à dire sincèrement merci au professeur André Mbata. Je rappelle qu'il est premier vice-président
de l'Assemblée nationale. Il est en même temps professeur des universités. Il est professeur de droit constitutionnel. Merci professeur d'avoir répondu à notre invitation. Espérons vous retrouver dans nos prochains numéros. Merci. Merci surtout à vous tous qui nous avez suivis. Bonne suite de programme sur votre télévision. À l'ère du numérique, la communication demeure encore au centre de la vie. La radio-télévision nationale congolaise reste le vecteur de l'unité nationale. Les informations sur l'actualité de la République démocratique du Congo, d'Afrique et du monde. La culture, le sport, mais aussi les grands événements en direct sur la radio-télévision nationale congolaise. Les infos de dernière minute sur toute l'étendue du territoire national et partout ailleurs sur tous vos écrans.